Pour poursuivre, j'appelle Monsieur Emmanuel Abord-de-Châtillon, professeur des universités à l'IAE Grenoble, chaire Management et Santé au Travail. Je vous demanderai de prendre une vingtaine de minutes quand on a un temps de questions-réponses. Je peux arrêter tout de suite aussi, si vous voulez. Non. Bon, alors, je vais aller à l'essentiel, puisqu'on me donne que 20 minutes. Non. Bon, c'est bon, j'ai une demi-heure. Alors, je voudrais commencer par peut-être réagir aux présentations qui ont été effectuées pour vous dire que, pour m'intéresser à ces questions depuis un certain temps maintenant, moi, je suis très intéressé par l'idée de qualité de vie au travail, mais les dispositifs de mise en œuvre de la qualité de vie au travail me font un peu peur. Et j'avoue que dans nos organisations publiques, d'autant plus, parce que j'ai quelquefois l'impression qu'on a quand même un risque qui est assez fort, c'est celui de créer un nouveau machin, un ensemble de processus. Et voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion. Il me semble que sur ces questions-là, il faut qu'on garde la souplesse nécessaire. Et puis, le degré de granulométrie qui est adapté à ces questions-là. Et moi, je pense que, voilà, ne faisons pas un truc de plus à gérer par nos organisations d'une manière régulière et récurrente. Essayons de trouver sur ces questions-là le moyen de gérer peut-être les choses un peu plus souplement et éviter d'en faire des dispositifs trop rigides et trop bureaucratiques. Je pense que ça nous aidera tous, quoi, pour le fonctionnement quotidien. Alors, j'ai changé ma présentation, mais elle n'est pas changée. Mais enfin, bon, bref, vous m'excuserez des errements successifs que je vais avoir dans cette présentation. Pour me présenter rapidement, je suis professeur à l'Université de Grenoble et je m'occupe de la chaire Management et Santé au Travail. Et cette chaire, elle regroupe une vingtaine d'enseignants-chercheurs et autant d'organisations, essentiellement publiques, mais beaucoup de collectivités territoriales, autour de ces questions-là. Et on intervient sur des questions assez larges, sur des diagnostics, l'aide de résolution de problèmes dans des services, sur des situations organisationnelles, burn-out, etc. Enfin, bon, vous voyez là. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'inférer de ces interventions des données qui vont nous être utiles pour faire avancer le schmilblick. Et donc, alors, oui, voilà. Rapidement, un petit point sur d'où on vient. Et je pense que regarder d'où on vient, ça va nous aider aussi à comprendre où est-ce qu'on peut aller. Je crois qu'il ne faut pas oublier que finalement, le point de départ de toutes ces questions de santé au travail et de prévention, c'est la question du risque physique, du risque accidentel, qui nous amenait à considérer le risque comme quelque chose, comme l'unité sur laquelle on allait travailler. Et de fait, quand on est arrivé à la question du stress, du harcèlement, etc., eh bien, la dénomination qu'on a retenue, c'est celle de risques psychosociaux. Cette période des risques psychosociaux, on l'a tous vécue, elle a été marquée par des grands événements, des catastrophes organisationnelles et humaines. Et puis, on est arrivé au début des années 2010 avec une certaine forme de lassitude des organisations vis-à-vis du côté sombre de la santé au travail. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction qui a été de dire « mais tiens, si on envisageait un nouvel angle d'approche ». Alors, bien entendu, l'ANACT avait les outils pour, puisque ça faisait des années qu'il travaillait sur ces questions de qualité de vie au travail, mais ça supposait quand même un changement de paradigme. Ça supposait que d'un coup, on se dise « tiens, voilà, on ne va pas être dans une logique strictement de diagnostic comme on avait l'habitude de le faire sur les problématiques précédentes, et on va essayer de regarder aussi, dans une perspective que nous, on qualifierait plutôt de salutogénique, d'essayer de déterminer ce qui va bien, pourquoi ça va bien, et aussi d'essayer d'avancer à partir de ça. Et donc, tout le problème, c'est qu'en changeant de terminologie, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas changé de méthode. C'est-à-dire qui aujourd'hui vous font de la QVT, comme avant, ils vous faisaient du risque psychosocial. Et donc, vous voyez bien que là, ça pose un vrai problème parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose.
On ne parle pas tout à fait de la même chose. Et là, on est plus dans une optique en train de construire. Et construire sur quoi? On va le voir ensemble, parce que ça me paraît très important à préciser. Alors, nous, on a réfléchi à la question du bien-être au travail. Et juste avant, je voudrais quand même dire un petit truc avant de passer au bien-être au travail, parce que ça va me prendre 2 minutes. C'est de dire, au fait, est-ce que dans le service public, on a des meilleures ou des moins bonnes conditions de travail que dans le privé? Nous, on s'est posé la question avec un ensemble de collègues il y a quelques années. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que quand on regardait globalement, tous salariés confondus, on s'apercevait que les niveaux de santé au travail, de satisfaction au travail, étaient clairement identiques. Mais que les modalités, les configurations de conditions de travail n'étaient pas les mêmes. Alors ensuite, comme on s'est aperçu que globalement, cette étude donnait assez peu de résultats, on s'est dit on va comparer dans un seul secteur. Et on a choisi un secteur où il y avait à la fois du public et du privé, et on a pris l'hôpital. Et quand on regarde le cas du secteur hospitalier, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a toujours ce résultat global, c'est-à-dire que, d'une manière générale, les niveaux de santé au travail, de satisfaction des salariés sont identiques, mais que les dispositifs qui amènent à ces niveaux-là ne sont pas les mêmes, avec notamment dans le secteur public des contraintes supplémentaires qui sont au-delà des exigences émotionnelles qui sont valables aussi bien dans le public que dans le privé comme des contraintes majeures. On a une contrainte supplémentaire qui est celle de est-ce qu'on a les ressources collectives pour affronter les contraintes temporelles? Et là, vous le voyez, c'est tout le problème de ces organisations-là. Deuxième résultat important, on a eu la surprise de constater dans cette étude sur l'hôpital que les contraintes physiques dont on pensait habituellement qu'elles aggravaient les problèmes de santé au travail, dans certaines configurations et même d'une manière majoritaire, devenaient des éléments qui favorisaient le bien-être au travail. Ça n'a pas manqué de nous surprendre. On n'avait pas mis les contraintes physiques comme étant un truc qui devait... une variable qui devait nous aider à obtenir le bien-être au travail. Et en discutant avec les acteurs, on est arrivé à une hypothèse relativement simple qui a été vérifiée, qui a été de dire qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que finalement les aspects les plus physiques du travail hospitalier amènent parfois à des formes de bien-être? Et l'explication des personnels soignants a été limpide. Ils nous ont dit oui, c'est les moments où on se reconnecte avec notre métier. Parce qu'on est en train de s'occuper des malades, on les soulève, on les déplace, et en fait, d'une certaine manière, toute l'évolution de notre métier a été de nous masquer, finalement, ce qui était le cœur de celui-ci, c'est-à-dire s'occuper du malade. Et au bout du compte, ces activités physiques sont celles qui nous permettent quelquefois de nous reconnecter avec la base de notre métier. Alors là, vous le voyez, pour moi, ça c'est très intéressant à examiner, parce que ça montre bien l'évolution de nos métiers. Ça montre bien qu'à un moment donné, on perd quelque chose. C'est-à-dire que les évolutions de nos organisations du travail, la bureaucratisation qui se produit d'une manière immaîtrisable, finalement nous conduit à ne plus avoir du tout de souplesse dans nos modes de fonctionnement et à perdre finalement le lien avec les objectifs généraux de notre métier. Et je crois que ça, c'est un point très important à conserver. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à donner des tâches physiques beaucoup plus importantes à tout le monde. Mais c'est sur l'aspect connexion avec le métier que je voulais m'arrêter là-dessus. Sur le bien-être, on s'est posé la question avec mon collègue Damien Richard en 2012. On s'est dit, c'est bien gentil de nous parler de bien-être, mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière? Donc nous en sommes arrivés, on a fait plusieurs études là-dessus. Pour tout vous dire, on a dû en faire à peu près une dizaine à la date d'aujourd'hui. Et on est arrivé à 4 dimensions en interrogeant des salariés successivement et en leur demandant, pour vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes bien au travail? Et finalement, on arrive à ces 4 dimensions. Le sens, c'est-à-dire je suis bien quand mon activité fait sens, quand mon travail correspond à quelque chose qui me correspond aussi. Deuxième dimension qui est la plus importante, c'est la dimension lien. Pour tout vous dire, c'est une dimension qu'on retrouve dans plus de 80% des discours de salariés. C'est-à-dire que je suis bien quand
mon travail se fait en relation avec d'autres, pour d'autres, au service des autres. Et vous le voyez bien que dans nos organisations publiques, c'est une problématique aussi qui est très importante. Est-ce que, pour qui je travaille, dans quelles conditions je travaille, et à quoi ça sert, et jusqu'où je vais, etc. Donc cette question du lien est une question extrêmement importante. Troisième dimension, c'est la question de l'activité. C'est-à-dire, je suis bien au travail quand je fais du bon travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait constaté dans nos études sur le secteur public. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui favorise mon bien-être au travail, c'est bien ma capacité à faire du bon travail. Si je peux faire du bon travail, bon, ça rejoint bien entendu les propos d'Yves Clos, ce n'est pas une nouveauté, mais ça mérite malgré tout d'être précisé. Et puis, vous le voyez, cette dimension activité, elle comporte aussi un élément très important, motivationnel, qui est l'aspect autonomie. Je suis bien quand j'arrive à mon travail à être à la fois autonome, pouvoir mobiliser mes compétences dans mon activité. Et puis, dernière dimension, mais qui est le parachute des autres, c'est la dimension confort. Philippe vous a parlé de repeindre les murs, d'installer des systèmes de conciergerie, c'est très agréable, mais globalement, ça n'est important pour les acteurs que quand les autres dimensions ne le sont pas. C'est-à-dire que si vous posez la question à quelqu'un comment ça va ton boulot, et qui vous répond mon bureau est chauffé, c'est globalement son travail ne va pas très très bien. Mais comme l'individu est fondamentalement résilient, il cherche lui-même les possibilités de trouver des aspects positifs dans son travail, et à ce moment-là, il s'abrite sur le confort. Alors, ça... Ah oui, je suis aussi là, je n'ai pas besoin de me retourner, excusez-moi. La définition de l'accord national interprofessionnel, bon, moi je ne suis pas totalement convaincu là-dessus, cette définition de la QVT. Bon, je trouve que ça a été un peu un truc global, on a voulu mettre des tas de choses au départ, il fallait essayer de rassembler les personnes autour d'un ensemble de questions, et on est arrivé à cette définition-là. On a mené cette année, nous, un travail avec des acteurs en disant, tiens, voilà, finalement, pour vous, c'est des directeurs de caisse d'un organisme de sécurité sociale, et on leur dit, pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que vous mettez? Mais pas comme définition globale, ça on s'en fout un petit peu, excusez-moi. C'est surtout de se dire, tiens, finalement, quelles actions vous mettez derrière des actions en faveur de la qualité de vie au travail? Et on les a laissés faire. On les a laissés faire et on leur a dit, allez-y, pour vous, c'est quoi les actions de qualité de vie au travail et que vous menez? Et nous, on l'a juste réorganisé en les mettant dans notre modèle sens, lien, etc. Et je vous les passe rapidement en revue. Donc, vous voyez, il y a des pratiques qui sont liées au sens, comme la définition des valeurs de l'organisme, des espaces de dialogue, que moi j'aurais plutôt mis d'ailleurs entre parenthèses sur le lien, mais bon, c'est pas grave, des actions autour des valeurs du service public, le sentiment de fierté des salariés, etc. On a des actions qui sont autour du lien, cohésion d'équipe, formation au management, développement des espaces de discussion. On a des pratiques qui sont liées à l'activité, connaissance des rôles de chacun, consignes de travail, simplification etc. Et des pratiques qui sont liées au confort. Quand on fait le total des actions que ces directeurs de caisse ont identifiées, on arrive à près de 80 types d'actions réalisées qu'ils ont identifiées comme liées à la qualité de vie au travail. Vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment très important. Ça veut dire que le périmètre de l'action qualité de vie au travail, il est extrêmement large. Mais surtout, voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions qui ont été associées à la qualité de vie au travail, qui étaient a priori, qu'on n'aurait pas forcément pensé mettre dans cette activité-là, mais que eux, en tant qu'acteurs, reliés à la qualité de vie au travail de leurs agents. Donc vous voyez que la question du périmètre est une vraie question qui se pose. Et surtout, on se disait avec ce volume d'actions en faveur de la qualité de vie au travail, ils en font très peu. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et ça a été une deuxième surprise de cette étude, c'est quand on a interrogé 100 de ces caisses, c'est-à-dire quasiment toutes, sauf une, et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ces actions, 3/4 des actions qui avaient été identifiées étaient mises en œuvre dans les caisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on fait de la QVT comme M. Jourdain fait de la prose.
toute la question, c'est comment on construit ça et comment on met du sens derrière. Comment on en profite pour faire une action qui va permettre de faire progresser le système et de le faire avancer. Et c'est là où le lien avec la performance se pose. Alors, la littérature, je vous la passe, hein, globalement, mais elle nous dit quoi? Elle nous dit, si on a alors bien-être, le bien-être permet la performance pour la plupart des auteurs. Pour un certain nombre d'auteurs, la performance permet le bien-être, plus rare. Puis il y en a qui disent que ça n'a rien à voir, etc. Hein, c'est classique dans les études de littérature. On a réalisé 3 études sur le sujet. 3 études pour examiner ce lien entre bien-être et performance. La première de ces études, c'est sur les représentations qu'on peut avoir. Est-ce que finalement, pour les acteurs, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que la performance? Alors vous voyez les mots-clés qui ont été identifiés par les personnes interrogées. Et ces deux éléments ont fait émerger l'idée que ces 2 concepts, souvent, pouvaient se rejoindre, voire se mélanger. Et que donc, quand nous, on l'a représenté à travers le yin et le yang, alors même si on peut en penser ce qu'on en veut, mais vous voyez bien que c'est bien cette idée-là. C'est l'idée que c'est les 2 et c'est l'ensemble à la fois. Il y a des éléments de la performance qui sont des éléments objectifs de qualité de vie au travail et réciproquement. Hein? Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que quand on veut mesurer l'effet de la qualité de vie au travail sur la performance, si on mesure la même chose, forcément, on va avoir des liens. Hein? D'accord? Donc ici, ça suppose, si on veut examiner les liens, ce que nous a appris cette étude, c'est que d'une part, ces 2 univers n'étaient pas disjoints, et que d'autre part, ça supposait qu'on adopte des méthodes différentes. Alors la deuxième étude, elle nous a permis d'examiner l'impact des conditions de travail à la fois sur le bien-être et sur la performance. Et là, vous voyez les résultats synthétiques. Hein, et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a des variables qui clairement jouent contre les 2. C'est-à-dire l'intensité du travail, qui est connue comme la première cause de problèmes de santé au travail, l'intensité du travail, et puis ensuite son insoutenabilité. Est-ce que je peux le tenir dans la durée, etc. Ensuite, on a des conditions de travail qui jouent uniquement sur la performance. C'est l'exemple de la pression managériale. En fait, la pression managériale, bizarrement, ça peut surprendre, ne joue pas pour diminuer le bien-être, mais on peut penser par exemple qu'elle joue pour augmenter le mal-être, hein, mais c'est autre chose. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Et puis, on a un ensemble d'éléments qui jouent uniquement sur le bien-être. Il s'agit de la question des violences, de la question des exigences émotionnelles, de la question des relations de travail de mauvaise qualité, et là, ça ne surprend personne. Et vous retrouvez, là, un autre élément qu'on a déjà rencontré, c'est de dire, tiens, on a nos contraintes physiques, mais qui jouent dans l'autre sens, une fois de plus. C'est-à-dire que le phénomène que nous, on avait observé d'une manière marginale dans l'étude précédente, on la retrouve dans celle-ci, en se disant, tiens, voilà, tac, à nouveau, j'ai cette question de contrainte physique qui revient et qui vient nous interpeller sur ce que c'est aujourd'hui le travail dans nos organisations. Donc on le voit, ce qui est très important dans ces résultats-là, c'est que vous voyez bien qu'en aucune manière, qualité de vie au travail et performance ne s'opposent. Il n'y a pas de situation de conditions de travail qui joue en positif sur le bien-être et en négatif sur la performance et réciproquement. Il n'y a pas d'incompatibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est à mon avis le résultat essentiel. Dernière des études qui ont été réalisées, c'est celle de les pratiques RH qui permettent le bien-être et la performance. Et là, dans ces éléments-là, vous voyez que j'ai mis 3 flèches pour essayer de souligner les éléments essentiels. Vous avez des choses qui jouent sur rien. Alors, je suis désolé, hein. Par exemple, la sécurité de l'emploi, elle ne joue ni sur le bien-être, ni sur la performance. Bon. Mais on a des éléments, des actions managériales qui, elles, ont un impact global sur l'ensemble des 2 phénomènes. Et là, vous voyez, j'ai mis les différentes dimensions du bien-être et les différentes dimensions de la performance que nous avons retenues dans notre modèle. Et ça permet de voir quoi? Ça permet de voir qu'on a des éléments d'action managériale
qui sont particulièrement efficaces sur ces deux dimensions. Et je les relève avec vous, les principales. La participation aux décisions, ça rejoint tout à fait le discours qu'on a autour des espaces de discussion, de la mise en débat du travail. C'est un grand classique. Le deuxième élément, c'est les éléments relatifs à la formation. Et le troisième élément, c'est les éléments qui inscrivent le travail de l'individu dans la durée, c'est-à-dire autour de la notion de carrière, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, là où c'est vraiment important, c'est de dire que, quelquefois, qualité de vie au travail, ou bien-être, et performance, sont souvent considérés comme s'opposant. Et on a beaucoup d'acteurs qui nous disent « mais non, je ne vois pas pourquoi je travaillerais ces questions-là, moi ce qui m'intéresse, c'est la performance, ce n'est pas la qualité de vie au travail ». Bon, la réponse que nous, on se propose de fournir, c'est de dire « mais et si vous pouviez travailler les deux en même temps, c'est possible, il existe des leviers, et c'est ce levier-là qu'il faut tenter de mobiliser ». Donc vous le voyez bien, à partir de ça, quelques axes, et j'ai fini, vous voyez que je suis rapide, hein. Quelques axes que je vous propose. La première, c'est bien entendu de partir du travail concret. C'est ce que je voulais dire aussi en début de présentation lorsque je vous ai dit « ne créons pas de nouveaux machins ». Voilà. Toutes nos organisations publiques crèvent de ces machins. Voilà. Donc, je pense que le point de départ essentiel quand on va parler de qualité de vie au travail, c'est le point de départ, c'est le travail, c'est l'activité concrète de travail. Deuxième point important, vous voyez bien, on l'a vu dans ces résultats, c'est notre capacité à mettre en débat le travail. Est-ce que dans nos organisations, on est capable de mettre en débat le travail? Et je vais vous dire, ce n'est pas si simple, je pense que Ségolène peut-être en parlera mieux que moi cet après-midi, mais c'est une question vraiment, vraiment importante, et elle n'est pas si simple que ça, et elle suppose qu'on ait des conditions qui nous permettent de le faire, et on suppose que les acteurs aussi acceptent de jouer le jeu de ça. Ce n'est pas si évident à mettre en place, mais c'est essentiel. Et ça suppose aussi que l'ensemble des acteurs soient d'accord autour de cette idée-là. Et notamment, vous voyez bien que ça impacte directement nos modes de management. Et encore plus dans nos organisations qui ont des systèmes souvent un peu rigides, hiérarchiques un peu rigides. Identifier la place de chacun dans l'activité et son développement en l'inscrivant dans le temps. En l'inscrivant dans le temps. Vous avez vu que dans les résultats, il y avait une notion qui était importante pour les acteurs, c'est notamment cette question de la trajectoire. De la trajectoire, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Hein? On a vu les catastrophes que ça a été quand certaines organisations ont évolué brutalement, comme les individus étaient perdus par rapport à ça, et comme ça a eu un impact à la fois sur la performance et le bien-être des acteurs. Articuler débat sur le travail et participation au processus de décision, puisque pour moi c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'on essaye de construire les choses collectivement. Et puis, pour moi, vous le voyez bien, dernier point, c'est d'aller vers la construction des collectifs de travail, mais de collectifs de travail qui reposent là-dessus. On n'a aucune raison de distinguer la réflexion collective de la performance et de l'efficacité du service. Et je pense que s'il y a un univers dans lequel c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, c'est peut-être le service public, parce que justement, on a des leviers de motivation qui sont en général, qui peuvent être orientés sur la performance globale du service à la population. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup.